Salut tout le monde, c'est Jérémy. Le Redmi Note 10 Pro a été annoncé en version globale début mars et il sera annoncé en version française si on veut le 16 mars pour qu'on puisse connaître les prix qui seront pratiqués ici et surtout quand est-ce qu'il sera disponible. En attendant, il est disponible sur AliExpress et j'ai pu avoir celui-ci depuis l'Espagne, donc ce qui m'a permis de vous le présenter aujourd'hui. Alors je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que la série des Redmi Note, c'est vraiment la série de téléphones que j'achetais avant de faire cette chaîne YouTube. Tous les 2 ans, j'avais pas besoin forcément de me soucier de quel téléphone j'allais prendre parce que souvent le Redmi Note c'était souvent le meilleur rapport qualité-prix autour des 200 € et c'est ce qui me convenait très bien. Cette année, ils ont fait quelques changements parce qu'on va passer d'un écran LCD vers de l'AMOLED et en plus de ça, au niveau du capteur photo, on va avoir un capteur 108 mégapixels. Donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo qu'est-ce que ça donne en conditions réelles d'utilisation. Est-ce que c'est vraiment un changement? Est-ce que ça suffit à vouloir changer vers cette version si on a la version précédente? Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos, il y a pas mal de produits Xiaomi comme vous pouvez le voir, pensez à vous abonner et puis on commence tout de suite. Dans la boîte on retrouve un câble USB, un chargeur de 33 watts, un outil pour éjecter les SIM, de la documentation et une coque en plastique. Du classique pour Xiaomi, mais c'est toujours agréable d'avoir une protection de fournie, même si elle reste basique, au moins on peut protéger son smartphone en attendant d'en acheter une autre si on le souhaite. Pour le design, on a un téléphone qui fait 76,5 sur 164 sur 8,1 mm pour 196 grammes. Il est agréable en main et ne semble pas trop lourd. La qualité est bonne. Sur le dos, on retrouve du Gorilla Glass 5 aussi. Sur le côté droit, on retrouve les boutons volume et power avec le lecteur d'empreintes sur le bouton power. On notera que le capteur photo dépasse pas mal du smartphone. Sur le côté gauche, on a le tiroir pour le dual SIM et la carte SD. Sur le dessus, un port infrarouge et un port jack. Sur le dessous, le port USB-C pour la recharge et un deuxième haut-parleur. On retrouve le bloc photo avec un design qui ressemble au Mi 10T Pro, mais ici avec 4 capteurs. On a un capteur principal de 108 mégapixels, un de 8 mégapixels ultra grand angle, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. Le lecteur d'empreintes est rapide et précis et reste facile à utiliser. Quand on prend le téléphone en main, le pouce vient naturellement se poser à cet endroit. Alors forcément, si on est gaucher, on risque d'être un petit peu embêté. Il faudrait sans doute utiliser l'index à la place. Je ne sais pas si ça marche aussi bien. Avec la protection incluse, comme vous le voyez, ça permet aussi de protéger le capteur photo et finalement cache le fait que le bloc photo dépasse du smartphone. On va aussi avoir une ouverture pour le capteur d'empreinte forcément et aussi un cache pour couvrir le port USB-C et éviter que la poussière n'entre à l'intérieur. Pour l'écran, on retrouve un écran de 6 pouces 67, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de l'AMOLED en Full HD+, avec un taux de réponse de 240 Hz, de l'HDR10, du Gorilla Glass 5, 800 nits pour la luminosité, donc on ne devrait pas avoir de soucis en extérieur. Ici, il n'y a pas d'écran incurvé, on a un écran plat, donc en fonction des préférences, on préfère l'un ou l'autre. L'avantage ici, c'est de ne pas avoir de soucis pour appuyer sur les bords. Un écran protecteur est déjà en place dessus, donc ça fera une tâche en moins. Une bonne luminosité aussi qui permettra de l'utiliser en extérieur sans trop de soucis. Et on a même un mode Sunlight de disponible pour booster le tout en plein soleil. On retrouve aussi le capteur selfie de 16 mégapixels en façade, avec cette fois, donc Xiaomi a rajouté un genre de liseré argenté autour du capteur. Alors je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, dans l'idée ça pourrait être joli, sauf que le capteur selfie passe moins inaperçu quand on regarde une vidéo par exemple, donc c'est un petit peu étrange, mais bon. Niveau paramètres, on a les options habituelles, le mode sombre, le mode lecture, on peut venir changer les couleurs de l'écran selon si on souhaite quelque chose de plus ou moins saturé. Et bien entendu, on va pouvoir choisir le taux de rafraîchissement entre 60 Hz et 120 Hz. Alors si vous souhaitez économiser de la batterie par exemple, ça peut être intéressant. Ici on ne va pas avoir de taux adaptatif par contre en fonction de ce qu'on fait, donc ça sera du manuel si on souhaite faire attention à ça. Pour la partie puissance, on a un Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage ou 128 Go de stockage en UFS 2.1. Alors ici on a le même processeur que le Poco X3 NFC qui est sorti il y a pratiquement un an maintenant, donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir une évolution de ce côté-là. On aura du coup par contre l'écran AMOLED qui forcément coûte plus cher, en plus en 120 Hz, et surtout le capteur 108 mégapixels qui lui aussi doit coûter plus cher que ce qui se faisait avant. Donc malheureusement c'est un des points qui fait qu'il n'y a pas d'évolution là-dessus, c'est vraiment la partie processeur, mais on en reparle juste après. L'autre point aussi sur ce processeur, c'est que c'est un processeur 4G, donc on n'aura pas de 5G sur ce téléphone. Alors pour l'instant la 5G n'est pas disponible partout, donc c'est pas forcément un problème à court terme, mais c'est vrai que si c'est quelque chose que vous vouliez parce que vous pensez garder ce téléphone plusieurs années, c'est un point qu'il faudra prendre en compte et peut-être passer sur un autre modèle qui lui aura la 5G. On retrouve aussi Android 11 et MIUI 12 dessus, l'utilisation du smartphone est fluide, on profite bien de l'écran 120 Hz et c'est très agréable de pouvoir l'avoir sur ce téléphone
à peu près milieu de gamme on va dire. On retrouve le NFC pour les paiements, toutes les DRM bien entendu pour profiter de Netflix ou YouTube. Sur Antutu, on obtient un score de 293 449, ce qui le classe 57e, donc à peine au-dessus du Redmi Note 8 Pro. Et sur PCMark, on obtient un score de 7406. Donc effectivement, au niveau benchmark, on voit qu'on est juste au-dessus légèrement du Redmi Note 8 Pro qui est sorti 2 générations avant finalement. Donc c'est vrai que ça aussi c'est un petit peu dommage de ne pas avoir une évolution. Comme je vous le disais, le téléphone est fluide à l'usage, donc c'est pas forcément un souci à l'utilisation. J'ai pu jouer aussi à Call of Duty Mobile par exemple en mettant les settings sur très élevé, j'ai pas eu de ralentissement particulier. Donc ça fonctionne bien, mais c'est vrai qu'on aurait pu aimer avoir une évolution au niveau du processeur. Et puis finalement là on l'a pas, parce qu'on a d'autres choses à la place, donc ça c'est un petit peu dommage. À court terme pas forcément, mais sur le long terme c'est vrai qu'on pourrait imaginer que dans peut-être 2-3 ans le téléphone commence à ralentir parce qu'il aura les mêmes processeurs que l'année d'avant, donc ça c'est un petit peu dommage malheureusement. Je vous mets maintenant aussi un exemple audio pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité des haut-parleurs et ensuite un message que j'ai enregistré avec le magnéto du téléphone pour que vous puissiez voir un petit peu la voix que vous auriez si vous utilisiez ce téléphone pour téléphoner. À l'usage, les voix sont très claires, il n'y a pas de souci. Après, forcément, ça dépend un petit peu de la qualité de la connexion. Voici un message enregistré avec le magnétophone du téléphone pour vous donner une idée de ce que donnerait votre voix dans un appel par exemple. Pour la partie autonomie, ici on a une batterie de 5020 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts, donc il faut à peu près 1h30 de recharge pour passer de 0 à 100%. Sur PCMark, j'ai pu tester une simulation un petit peu d'utilisation entre 100% et 20% et on obtient un score de 15h40 sur 60 Hz et un score d'11h35 sur 120 Hz. Donc on garde quand même une bonne autonomie. Si on veut vraiment conserver sa batterie, on restera sur du 60 Hz. Maintenant, même en 120 Hz, la batterie reste quand même bonne, donc ça permet de l'utiliser vraiment pas complètement. Et de toute façon, on peut le recharger aussi rapidement. Comme je vous le disais, c'est de 0 à 100% en 1h30 et quelques. Du coup, si vous rechargez vraiment avant ça, vous n'auriez pas non plus de soucis, ça se recharge quand même assez rapidement. Pour la partie photo, on notera la présence d'un capteur 108 mégapixels, c'est ce qu'on retrouve sur des téléphones plus haut de gamme. Ici par contre, on va perdre la stabilisation en 4K en vidéo, donc si vous voulez filmer et marcher, ça ne sera pas forcément terrible, mais je vous montre ça un petit peu plus loin. Niveau capteur, comme on l'a dit avant, on a le capteur principal 108 mégapixels qui ouvre à 1.9, un 8 mégapixels ultra grand angle qui ouvre à 2.2, un capteur macro de 5 mégapixels 2.4 et enfin un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. Alors je vous montre des photos au passage, j'ai malheureusement pas pu en faire beaucoup avant qu'il commence à neiger chez moi et le soleil n'était pas présent. Je prévois donc de vous faire une vidéo dédiée dès que le temps me permettra pour entrer davantage dans les détails et les différents modes supplémentaires sur la partie vidéo comme le dual mode, le mode clone, les modes d'exposition longue, le time-lapse, etc. On remarquera aussi que les couleurs ne rendent pas pareil en passant d'un capteur à l'autre. Donc ça peut être embêtant si vous prévoyez de mixer les deux types de capteurs sur une série de photos. Dans l'ensemble, je trouve que les photos sont vraiment belles sur le capteur principal. Sur l'ultra grand angle, un peu moins. C'est vrai que les bords sont pas toujours très nets et les détails sont pas non plus parfaits. Après, c'est normal, on n'est pas non plus sur un téléphone qui coûte 1000 €, on n'est pas sur un flagship. Comme je vous le dis souvent, je pense pas que ça soit non plus nécessaire d'avoir toujours le meilleur téléphone qui fait des photos. Parce que là, avec ce téléphone-là, vous pourrez très bien faire des photos de vacances, partager sur les réseaux sociaux, les garder, prendre finalement des photos des moments de tous les jours et ça passera très bien et ça sera pas un problème pour les revoir plus tard ou les regarder même sur un écran, pourquoi pas. C'est des photos qui sont quand même très jolies. Alors j'ai pas pu faire de photos en extérieur de nuit pour la partie basse luminosité, je vous ai mis quelques photos prises sur mon bureau et il s'en sort vraiment bien, donc j'en rajouterai dans la vidéo sur la partie photo. Le capteur macro fait de belles images lui aussi comme je vous les affiche. Alors on va pas forcément l'utiliser souvent. On aurait peut-être préféré avoir un objectif téléphoto à la place du capteur macro et du capteur de profondeur, mais ça c'est souvent le cas sur cette gamme de prix. Et pareil, sur la partie vidéo, comme je vous l'ai dit, les images sont jolies, mais c'est vrai qu'on perd la stabilisation en 4K. On aura par contre de la stabilisation un peu meilleure sur la partie Full HD. Voici une vidéo tournée en 4K avec le capteur principal du Redmi Note 10 Pro. Voici une vidéo tournée cette fois en Full HD avec le capteur selfie, parce qu'on n'a pas de 4K sur le capteur selfie du téléphone. Par contre, on voit que ça bouge pas trop quand je bouge mes mains, etc. Donc si vous voulez l'utiliser pour vous filmer, ça peut aussi être une très bonne option. Alors pour la partie prix, on va avoir la conférence de lancement le 16 mars en France qui va donner du coup le prix pour la France et les disponibilités.
À l'heure actuelle, on le trouve très facilement sur AliExpress depuis l'Espagne à 250 € environ. En fonction des promotions, des versions, etc., vous pouvez trouver plus ou moins cher. Après, à ce prix-là, je trouve que c'est assez intéressant. En fonction de la différence de prix entre la France et l'import, il faut voir un petit peu est-ce que ça vaut le coup ou pas. Après, sur cette gamme de prix, on n'est pas sur des flagships à 1000 €, donc je pense pas que ça soit un très gros souci pour la garantie. Dans mon cas, j'ai jamais eu aucun souci avec aucun de mes téléphones Xiaomi, j'ai jamais eu à faire appel à de la garantie. Bien entendu, s'il y a des gens qui ont tout le temps eu des problèmes, ils vous diront l'inverse par rapport à moi, mais c'est vrai que dans mon cas, j'achète très souvent sur AliExpress pour ça. Parce que sur des téléphones comme ça, quand ils coûtent 250, 200 €, et que si on les paye 300 et quelques en France, quand on économise autant, ça peut valoir le coup. Et même si on perd la garantie, parce qu'on ne pourra pas forcément se le faire rembourser en cas de problème, ou être suivi finalement par Xiaomi France dans ces cas-là, c'est vrai que des fois la différence de prix fait que ça vaut quand même le coup. Donc autant attendre maintenant que la France annonce ses prix pour voir si la différence est intéressante ou pas. Surtout qu'il y a souvent des promos de lancement, ils font à peu près ça à chaque fois maintenant. Donc ça peut être intéressant un petit peu de comparer avant d'acheter et puis voir quel est le prix le plus intéressant. Alors l'année dernière, on n'avait pas une très grosse différence entre le Redmi Note 8 Pro et le Redmi Note 9 Pro. Finalement, à part la taille d'écran, il n'y avait pas vraiment de gros changements. Cette année, on a quand même quelques changements qui sont visibles tout de suite. Déjà, l'écran qui passe du LCD à l'AMOLED, puis le capteur photo qui passe sur du 108 mégapixels. Alors moi, avant, quand j'utilisais que des séries de Redmi Note, le LCD, ça m'allait très bien. Maintenant que j'ai pris l'habitude d'utiliser des téléphones peut-être un peu plus haut de gamme qui sont souvent presque toujours en AMOLED, c'est vrai que j'avais un peu de mal à repasser sur du LCD quand je testais des Redmi Note quelque chose. Et c'est vrai que c'est vraiment un point positif qu'ils soient enfin passés sur de l'AMOLED pour cette série, surtout qu'on reste toujours sur à peu près la même gamme de prix. Alors bien entendu, on a quand même des concessions parce que du coup, on va pas avoir un nouveau processeur plus intéressant ou toujours un processeur de cette année. Parce que là, on a un processeur équivalent finalement au Redmi Note 8 Pro qui est sorti il y a un peu plus d'1 an et demi, je pense maintenant, si je me trompe pas. Donc c'est vrai que ça, c'est dommage. Maintenant, c'est toujours le souci, c'est de trouver les bons compromis pour proposer des nouveautés tout en gardant un prix contenu. Et donc voilà, donc malheureusement c'est vrai que si vous voulez beaucoup jouer ou vous pensez le garder longtemps, vous risquez d'être un petit peu déçu. Déjà parce que le téléphone ne fait pas de 5G, donc si dans 2 ans la 5G est déployée partout, vous serez embêté. D'un autre côté, ça marchera quand même en 4G+, toujours, il n'y aura pas de souci là-dessus. Pareil, si vous jouez aux jeux vidéo, ça marchera encore cette année, mais peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, ça risque d'être un petit peu juste. Donc ça, c'est un point qui est important à prendre en compte. Pour le reste, par contre, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir de l'AMOLED. Moi, je préfère avoir de l'AMOLED finalement. Pareil sur la partie photo, le capteur 108 mégapixels fait de très belles photos aussi. Et là aussi, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose comme ça pour les gens qui jouent peu et qui font finalement des photos de vacances, des photos souvenirs, etc. Je pense que c'est un téléphone qui a un vraiment très bon prix. Maintenant, il faut voir le prix en France, mais c'est vrai que là, pour AliExpress, à 245 €, c'est vraiment intéressant. Sans doute que les prix vont baisser aussi dans quelques semaines, très facilement, comme c'est souvent le cas aussi. Et du coup, on pourra peut-être le trouver autour des 200 € dans pas si longtemps que ça, et c'est un super téléphone pour ce prix-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous le disais, je prévois de faire d'autres vidéos sur ce téléphone. Déjà une vidéo pour la partie photo, pour rentrer un peu plus en détail, parce que là j'ai pas trop pu en faire comme je voulais avec le temps qui était pas très clément ces derniers jours. Et j'aimerais bien aussi vous faire un comparatif avec le Redmi Note 9 Pro, c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de ce téléphone dans cette vidéo pour éviter de les comparer tout de suite. Comme ça me permet de vous faire une vidéo plus détaillée, comme ça on pourra voir un petit peu le design, l'évolution au niveau de la puissance, de la partie photo, etc. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur ce téléphone, comme ça je pourrai toujours y répondre dans les futures vidéos le concernant. Et puis on se voit très bientôt.